10 000 € investis il y a 20 ans. Avec un ETF croissance de type Nasdaq 100, vous avez aujourd'hui 180 000 €. Avec un ETF dividende, vous en avez 50 000. Ça fait 130 000 € d'écart sur le même investissement initial. Selon les données de S&P Global sur la période 2003-2023, voilà le résultat. Mais ces chiffres cachent une réalité plus nuancée. Le bon choix dépend des 5 variables que je vais vous donner maintenant. Dans les minutes qui suivent, je vais vous donner un framework en 5 critères pour trancher. Pas une réponse générique, une méthode pour décider selon votre profil. Donc, pourquoi un tel écart de performance? L'explication tient en un mot: la tech. Les ETF dividendes sont sous-pondérés de 19% en technologie par rapport au S&P 500 selon une étude de Global X ETF. En contrepartie, ils surpondèrent les secteurs défensifs comme les banques, les utilities et la consommation de base. Ce sont des secteurs stables mais qui ont sous-performé la tech, la technologie, depuis 20 ans. Et il y a un deuxième facteur qu'on sous-estime souvent: la fiscalité. En France, avec la flat tax à 30%, chaque dividende perçu en compte titre vous coûte immédiatement 30%. Un ETF capitalisant, lui, diffère cet impôt jusqu'à la vente. Concrètement, qu'est-ce que ça se donne? Qu'est-ce que ça signifie? Sur 10 ans, un ETF MSCI World capitalisant affiche plus 149% contre plus 138% pour la version distribuante. Donc ça représente 11 points d'écart selon XTB France. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire parce que les dividendes ont des avantages que la performance brute ne montre pas. Pour décider entre dividendes et croissance, j'utilise le framework phase, la grille de lecture phase. Ce sont 5 questions binaires. Vous comptez vos réponses et vous avez votre allocation. Donc, P comme phase de vie. Vous êtes en accumulation avec plus de 10 ans d'horizon d'investissement avant d'avoir besoin de revenus, privilégiez la croissance. Vous avez besoin de cash flow dans moins de 10 ans, orientez-vous vers les dividendes. Phase avec un H comme horizon de tolérance aux pertes. Vous pouvez encaisser une chute de 40% sans vendre. La croissance vous convient. Une baisse de 20% vous ferait paniquer. Les dividendes seront plus adaptés dans votre cas. Phase avec un A comme assiette fiscale. Vous êtes en PEA ou en assurance vie, le choix importe peu finalement, fiscalement. Vous êtes en compte titre avec une flat tax à 30%, préférez le capitalisant en croissance pour différer l'impôt. Phase avec un S comme stabilité psychologique. Vous vérifiez votre portefeuille chaque semaine, voire tous les jours, les dividendes vous apporteront un coussin de sécurité mentale. Vous regardez une fois par an, la croissance suffira. Phase avec un E comme étape de décaissement. Vous allez retirer plus de 4% par an, les dividendes vous éviteront de vendre en marché baissier. Moins de 3%, la croissance fera mieux le travail. Donc, comptez vos réponses. Si vous avez 4 ou 5 réponses croissance, visez 80% de croissance et 20% de dividendes. Et l'inverse, si vous avez 4 ou 5 réponses dividendes. Et si vos réponses sont équilibrées, mixées à 50-50 avec une légère tendance vers des dividendes aristocrates. Maintenant, 3 erreurs à éviter. Alors, première erreur, chasser le rendement élevé. Un ETF qui affiche 8% de dividendes cache souvent des entreprises en difficulté. Starlight Capital montre d'ailleurs que les actions à haut rendement sous-performent historiquement celles à croissance de dividendes. Le VYM, par exemple, offre 2,6% de rendement avec 3 à 4% de croissance annuelle. C'est moins sexy, mais c'est bien plus durable. Deuxième erreur, ignorer la fiscalité française. Prenons un exemple concret. Vous avez 100 000 € en ETF à dividende à 4%. Chaque année, vous recevez 4 000 € et la flat tax vous en prend 1 200. Il vous reste donc 2 800 € à réinvestir. Sur 20 ans, ce frottement fiscal vous coûte des dizaines de milliers d'euros par rapport à un ETF capitalisant. Troisième erreur, confondre revenu et rendement total. En retraite, vous pouvez très bien créer votre propre dividende en vendant 4% de votre portefeuille croissance chaque année. Et statistiquement, vous finirez avec plus d'argent qu'avec un portefeuille dividende pur. Ce qui compte vraiment ici, c'est le rendement total, pas le chèque trimestriel. Les vrais avantages des dividendes. Soyons justes, les dividendes ont des avantages que les chiffres bruts ne montrent pas. Le premier, c'est la stabilité. Le VYM a un bêta de 0,85, ce qui signifie qu'il est 15% moins volatile, donc plus stable que le marché global. En 2022, quand le Nasdaq chutait de 33%, les ETF dividendes limitaient la casse à 15 voire 20%.
Franklin Templeton confirme d'ailleurs que les stratégies dividendes affichent à la fois une volatilité plus faible et des baisses maximales plus contenues. Le deuxième avantage, c'est le coussin psychologique. Recevoir 500 ou 1000 euros de dividendes trimestriels, même quand le marché baisse, ça vous donne une raison de ne pas paniquer, de ne pas vendre au pire moment. L'aversion aux pertes nous pousse naturellement à vendre les gagnants trop tôt et à garder les perdants trop longtemps. Les dividendes créent une discipline, une stabilité psychologique qui compense ce biais psychologique. Le troisième avantage, c'est la protection que les ETF à dividendes offrent si vous êtes retraité. Le risque de ce qu'on appelle la séquence des rendements, autrement dit le danger que de mauvais rendements en début de retraite détruisent votre capital, est un vrai sujet. Avec un portefeuille à dividendes, vous n'êtes pas forcé de vendre pendant les baisses. Les dividendes vont continuer de tomber même si le cours de bourse s'effondre. Maintenant, tâchons d'appliquer ça par phase de vie. En pratique, voici ce que suggèrent les données selon votre profil. Entre 20 et 40 ans, vous êtes en phase qu'on appelle d'accumulation. Vous avez 50 000 euros à investir et l'objectif est la croissance maximale. Une répartition type serait 70% en ETF monde capitalisant, 20% en technologie, en tech, et 10% en dividendes croissance pour commencer à vous habituer au principe. Sur 20 ans, avec 10% de rendement annuel, vos 50 000 euros deviennent 336 000 euros. Entre 40 et 55 ans, vous êtes en milieu de carrière. Vous commencez à penser à la retraite et donc il faut ajuster. Visez 50% de croissance diversifiée, 30% de dividendes croissance de type dividende aristocrate, 15% en tech et 5% en dividendes à haut rendement. Vous gardez du potentiel tout en réduisant la volatilité. Entre 55 et 65 ans, vous êtes en ce qu'on pourrait appeler une pré-retraite. La fin de votre horizon de placement se rapproche et vous n'avez plus le temps de récupérer une chute de 50% des marchés. Donc là, vous passez à 40% de croissance, 40% de dividendes et on va dire 20% d'obligations. À 65 ans et plus, vous êtes en retraite, on va dire. Le cash flow devient prioritaire, visez 30% croissance pour battre l'inflation, 50% de dividendes pour le revenu régulier et 20% en obligations pour la stabilité. Supposons que vous ayez 500 000 euros, à 4% de rendement de dividendes, ça fait 20 000 euros par an sans toucher au capital. Alors, on va parler d'un point important, tous les ETF à dividendes ne se valent pas. Les dividendes aristocrates, ce sont des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant au moins 25 ans. Selon le S&P Dow Jones Index, l'indice dividende aristocrate a généré 10,23% annualisé sur 20 ans avec une volatilité de 14,43%. Son ratio de Sharpe de 0,73 est supérieur à celui du S&P 500. Autrement dit, ajustés au risque, les aristocrates ont été plus performants. Alors pourquoi? Parce que ces entreprises ont un ROE, un Return on Equity, une profitabilité moyenne de 21,4% contre 17% pour le S&P 500 Equal Weight. Donc c'est équipondéré. Ça, c'est selon une étude de S&P Global. Donc, les sociétés qui composent ces ETF sont intrinsèquement plus profitables. Et voici quelque chose de contre-intuitif. La tech, la technologie américaine, paye maintenant des dividendes. Apple, Microsoft, Visa, ces entreprises combinent croissance explosive et dividendes croissants. La société ProShares montre que le secteur tech représente désormais 13% des dividendes du S&P Composite 1500. Alors maintenant, soyons honnêtes, je ne sais pas si la tech va continuer de dominer les 20 prochaines années comme elle a dominé les 20 dernières années. Je ne sais pas comment les taux d'intérêt vont évoluer. Je ne sais pas si les valorisations actuelles sont justifiées. Par contre, ce que je sais, c'est comment me positionner pour plusieurs scénarios. Le framework, la grille de lecture phase, vous permet exactement ça. Adapter votre allocation à votre situation, pas aux prédictions macroéconomiques. Donc, ETF dividende ou ETF croissance, ça dépend de votre P, phase de vie, de votre H, horizon de tolérance aux pertes, de votre A, assiette fiscale, de votre S, stabilité psychologique et de votre E, étape de décaissement. Le framework, la grille de lecture, phase. La croissance vous rendra plus riche sur le papier, les dividendes vous rendront plus serein dans la vraie vie. L'idéal, c'est de capter les deux en ajustant progressivement.
J'investis mon propre argent selon ces principes et je ne touche aucune commission d'affiliation sur les ETF que je mentionne. Ce framework phase, c'est un premier filtre. Mais pour construire un ETF complet, avec la sélection, le sizing, le rééquilibrage et la fiscalité optimisée, j'ai préparé un bootcamp gratuit par mail de 7 jours qui détaille tout ça étape par étape. Vous y trouverez les critères de sélection que j'utilise personnellement, avec les erreurs que j'ai faites et comment les éviter. Le lien est en description et il apparaît en haut à droite de cet écran. C'est gratuit, sans engagement et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Et pour connaître les ETF indispensables à posséder dans son portefeuille en 2026 et lequel j'élimine, c'est dans la vidéo qui s'affiche. À très vite!